vous traduisez de la poésie de votre propre initiative ou ce sont des commandes que vous avez? Parce que la poésie, c'est rare qu'on ait des commandes de poésie quand même. Hein, la littérature vulgaire, je n'ai quasiment pas de commandes. Oui, voilà, c'est tout moi qui évidemment vais proposer, porter un texte. Alors, il se trouve que j'avais plutôt saisi la balle au bon. Les presses de la Sorbonne Nouvelle, il y a une collection qui est dirigée par Christine Raguet, traductrice d'anglais, et je l'avais rencontré à un colloque, et il m'avait parlé de sa collection. Je lui ai dit, mais je vous proposerais bien un poète bulgare qui a été pendant 15 ans interdit d'écriture sous le régime communiste, une écriture extrêmement forte. Lui-même dit qu'il veut ensauvager le vers. Et donc, ça a été accepté. Et l'enjeu qui, moi, me convenait très bien, c'était aussi de faire un paratexte assez important, puisque je milite aussi pour le paratexte. Et là, à part Gallimard, qui est le seul qui m'ait refusé à la fois des notes de bas de page et à la fois une postface, la plupart des éditeurs, au contraire, ne refusent jamais. Au contraire, ils sont très, ils accueillent cette idée avec beaucoup avec un désir assez fort. Et donc voilà, Constantine Pavlov. Et puis là, il se trouve que je connaissais Alain Verschuren de la Factory en Normandie. Et vous savez, il y a des programmes d'aide à la traduction de l'Europe, mais ça veut dire qu'il faut s'engager sur à peu près entre 3, je crois, et une vingtaine d'ouvrages. Et donc là, ils ont ouvert une collection. Ce seront surtout des poètes de l'Europe centrale et orientale. Et dans ce cadre-là, je traduis un recueil de Georgi Gospodinov et un recueil de Amelia Licheva. Alors, c'est vrai que je dirais que pour moi, traduire la prose, surtout la prose actuelle, vulgaire en tout cas, dans laquelle on a une hybridité des genres et des voix, il y a même des poèmes qui sont imbriqués. Pour moi, traduire la poésie et la prose, c'est le même travail. Le même travail aussi. Faire, comme dit Méchoni, que l'œil écoute et que l'oreille voit à la fois. Mais après, évidemment, c'est une question d'intensité, je dirais. Alors, le gros dilemme, c'est quand on a affaire, évidemment, à une poésie métrée. Puisque les métriques ne se correspondent pas. En bulgare, c'est une métrique qui est condissyllabotonique, c'est-à-dire que, comme la métrique anglaise d'ailleurs, elle joue non pas sur une alternance de brève et de longue, parce que ça n'existe plus en bulgare. Je crois que de toutes les langues slaves, le tchèque est la seule langue à avoir gardé avoir gardé des voyelles longues. Mais en tout cas, elle joue sur l'alternance entre voyelles accentuées et voyelles inaccentuées. Et là, évidemment, gros dilemme. Personnellement, j'ai traduit 3 poèmes de celui qui est considéré comme le grand poète national, parce qu'en plus, il avait participé, il est mort sur le champ de bataille en se battant contre les Ottomans en 1876, un petit peu avant la libération de la Bulgarie de la domination ottomane. Et là, il a un poème que j'ai essayé de rendre avec une métrique, en métrique française, hein, les octosyllabes, ou des décasyllabes, j'ai oublié. Mais sinon, c'est vrai que j'adopte plutôt le vers libre. Oui, c'est sûr qu'après, c'est au cas par cas. Là, quand on a traduit Melville, par exemple, parmi celles que j'ai traduites, il y avait des îles enchantées, des Encantadas, dont chacun des 10, je crois qu'il y en a 10, chacune des 10 esquisses, chacun des 10 textes était précédé d'extraits de Spenser, de La Reine des Fées de Spenser. Donc, une rythmique précise, et puis rimée en plus. Comment faire pour ça? Parce que, alors j'ai opté pour évidemment une solution, c'est-à-dire que ce sont des faux alexandrins, il y a un rythme vaguement alexandrin, et puis il y a des assonances, il n'y a pas vraiment de rime exactement, quand c'était possible, oui, mais sinon, non, on peut pas, enfin, on doit pouvoir, mais moi je ne me sentais pas en tout cas, je ne pouvais pas traduire ça vraiment en vers rythmé, vraiment précisément rythmé, peut-être le syllabe ou alexandrin, peu importe, avec les rimes qui étaient dans le texte original. Donc j'ai opté pour une espèce de houle, de balancement comme ça du vers, qui est avec des assonances et ou des allitérations, enfin, qui
qui envoie l'illusion d'un rythme et d'une rime interne, pas... voilà. Mais c'est du cas par cas. J'ai traduit récemment, j'ai découvert, c'est une belle histoire d'ailleurs, j'ai trouvé par hasard... c'est compliqué, c'est un ami éditeur qui m'a envoyé new-yorkais, qui m'a envoyé un catalogue et dans ce catalogue j'ai vu des poètes que je ne connaissais pas, dont un livre qui s'appelait Love is a Season, l'amour est une saison, d'une dame qui s'appelait Otis Kidwell-Burger, inconnue, et pour cause, parce qu'elle a publié en fait ce recueil-là, et puis elle a publié précédemment des petits livres pour enfants, je crois, aux États-Unis, mais aucunement traduit en France, ni rien. Mais c'est idiot, hein, mais il y avait un poème qui était donné, je trouvais ça beau, la couverture, je la trouvais belle. Moi, j'ai demandé ce qu'il peut m'envoyer le livre. Il m'a envoyé le livre, j'ai lu ça, c'est magnifique. Enfin, je trouvais ça magnifique, c'était des sonnets rimés, écrits en 1957, par cette dame qui a publié ça, qui a découvert ça dans un tiroir, qu'elle avait oublié, en fait, et qui a publié ça à 94 ans. Elle a fait ça, elle avait 32. Et ça a été un petit livre qui a eu un petit succès, comme ça, aux États-Unis. Donc j'ai traduit ça. J'ai trouvé ça vraiment très très beau. Je l'ai proposé à un éditeur qui s'appelle Rue de l'Échiquier, qui publie surtout des romans, publie uniquement des romans, et qui a trouvé ça tellement beau qu'il a créé une collection pour le publier. C'est sorti l'an dernier, ça s'appelle L'amour est une saison, d'Otis Kidwell-Burger. Et tout ça pour dire, c'était des poèmes rimés, voilà. C'était des sonnets rimés. Alors, moi, j'ai pas respecté ça. Je ne pouvais pas parce qu'il y avait un sens. Il y avait une... Enfin, je n'ai peut-être pas j'ai pas trouvé... je pouvais parfois respecter ou trouver des rimes ou des assonances équivalentes, mais sur la longueur, sur le nombre de poèmes qu'il y avait, sur chacun des sonnets, je ne pouvais pas. Donc dans ce cas-là, oui, c'est du cas par cas, j'ai l'impression. J'allais dire c'est du bricolage, c'est péjoratif comme terme, mais enfin, on fait ce qu'on peut. Voilà, quoi. Et bricolage, je pense à à une espèce de maquette qu'on déplie et qu'on pose à plat, comme ça. J'ai éprouvé ça de manière très concrète lors d'une expérience qui m'a vraiment réjoui. C'était la traduction de Cummings. J'ai traduit des poèmes de Cummings qui vont sortir cette année, je ne sais plus quand. J'ai fait une sélection dans l'intégrale de Cummings, une sélection de poèmes amoureux. Il y a eu déjà des livres de poèmes, comment il s'appelle ? J'ai oublié son nom, qui a publié des poèmes, mais plutôt pornographiques. Et des poèmes de sexe plutôt que d'amour qu'il a traduit. Mais Cummings est un grand poète amoureux. J'ai fait une sélection de 180 poèmes qui parcourent dans toute l'œuvre jusqu'à poèmes posthumes et qui vont sortir bientôt au Réal Gare dans la collection dont parlait Catherine, que je co-dirige aux éditions de Réal Gare, la collection Amérique. Et là, Cummings, c'est réjouissant, mais c'est d'une complexité étonnante quand même. C'est-à-dire qu'en fait, vraiment, là, on dépose le poème, c'est du mécano, quoi. On dépose voilà, et on essaie de reconstituer. Et c'est vraiment jouissif. Tous les matins, j'en traduisais un, par exemple, c'était une respiration, et puis une élucidation, et puis j'y revenais, et puis je passais du temps, et cette complexité-là au service de cette beauté formelle, puisque c'est un grand poète formel, évidemment, c'était quelque chose qui vraiment m'enrichissait complètement. Et cette traduction de Cummings, c'est... Bon, maintenant, tout a été traduit de Cummings. Les derniers recueils, les deux derniers ont été traduits par mes deux collègues avec qui je dirige la collection en question. Un, c'est Viva, qui n'était pas traduit en français et qui est paru donc au Réal Gare, et l'autre, c'est Kairé, qui a été traduit par Bruce Mathieusan et qui a été traduit chez Héros Limite, tous les deux cette année. Donc maintenant, tout Cummings est traduit, et puis il y aura la sélection de poèmes amoureux bientôt. Donc, a priori, il n'y aurait pas de possibilité d'en traduire d'autres. Mais alors là, pour le coup, on dit traduire une traduction par génération. Pour Cummings, je pense d'ailleurs, il y a des tas de traductions qui peuvent se superposer, se juxtaposer. Et on avait fait une rencontre tous les trois à propos de Cummings, et avec un des poèmes, j'ai oublié lequel, et on avait imprimé et distribué les 6 traductions
qui actuellement existe du même poème. Alors, je ne les ai pas sous les yeux, je ne peux pas les lire ni les distribuer, je n'ai pas pensé, d'ailleurs ça aurait été intéressant, mais c'est quelque chose, quoi, parce qu'il y a vraiment avec la version originale et puis les 6 traductions existantes. Et c'est quelque chose d'assez saisissant, quoi. La particularité de chacune, les choix de chacun des traducteurs. La poésie, moi je traduis par coup de foudre uniquement la poésie. Jamais personne ne m'a dit il faut traduire ce poète. D'ailleurs, une fois que je les ai traduits, c'est pas dit non plus que je les publie, mais c'est vraiment des découvertes d'auteurs souvent inconnus en France, de premières traductions, donc c'est encore plus difficile pour convaincre quelqu'un, un éditeur, de les publier. Là récemment, j'ai traduit une autrice écossaise qui s'appelle Kathleen Jamie, qui a publié des très belles proses en Suisse aux éditions de la Macronnière, mais ses poèmes n'ont jamais été traduits. Et cette espèce de... Voilà, tous les matins, s'atteler à un poème, ou 2, s'ils sont très courts, et pour moi, c'est vraiment quelque chose qui commence à faire partie d'un équilibre quotidien. Et j'essaie de toujours trouver des auteurs à traduire comme ça, entre 2 contrats éventuels de romans, mais la poésie, c'est plus fragile à tous les niveaux, quoi. Économiquement, à tous les niveaux, c'est plus fragile, mais c'est aussi réjouissant. Voilà. Et il faut continuer à se... Moi, je me rends bien compte, surtout, on est quand même dans une période très anxiogène en ce moment. C'est pas bon, voilà, pas de raison. Et je me rends bien compte, mais ça, je le sais depuis très longtemps, c'est-à-dire que la traduction, pour moi, est un refuge. C'est... Voilà, le refuge contre... En fait, voilà, la traduction, pourquoi c'est un refuge? D'abord parce que je suis en dialogue avec la langue d'un texte, avec tout ce qui se passe, avec un imaginaire, puisque un texte littéraire, il est avant tout là pour créer un imaginaire. Et donc, nous, comment on traduit un imaginaire? Et puis donc, c'est des moments d'harmonie. Or, l'harmonie, elle nous manque beaucoup en ce moment. Et sinon, je voulais revenir sur... je parlais tout à l'heure justement de quelque chose qui est un passé qui passe très difficilement en Bulgarie, dans les pays balkaniques en général, ce passé ottoman. Cet héritage ottoman qui est sans doute une des choses qui m'a beaucoup séduite en Bulgarie. Et... etc. Donc, d'où un anti-turcisme et une certaine russophilie. Et justement, il y a 2 textes que j'ai retraduits qui sont du 19e siècle, donc le grand roman national, on va dire, Sous le joug de Ivan Vazov, et Baiganiu, qui est un petit peu, vous parliez des traducteurs kleptomanes de Cause de la vie des jeux. Voilà. Et c'est un petit peu comme la même structure, c'est-à-dire que en fait, le traducteur kleptomane fait partie d'un cycle qui s'appelle donc Korneleshti, et avec les mêmes personnages qui reviennent, etc. Et là, c'est un peu pareil. Mais surtout, c'est un texte qui avait été traduit, alors là, vous parlez de tous les 20 ans ou 30 ans, c'est un texte qui avait été traduit, je vous le dis de mémoire, en 1907, qui n'avait pas été retraduit depuis, et par un tandem, un bulgare et un français. Alors, le tandem que vous formez, il y a tandem et tandem. Le tandem, quand il y en a un qui ne connaît pas la langue de départ et l'autre qui ne connaît pas la langue d'arrivée, pour moi, c'est extrêmement périlleux, parce que ça veut dire qu'on va lisser le texte. On a quelqu'un qui ne peut pas sentir le rythme, qui ne peut pas sentir le texte originel, et donc forcément, il va lisser le texte. Bien. En revanche, alors, votre expérience est tout à fait différente, et moi, il se trouve que j'apprends le persan depuis plusieurs années, je co-traduis, et c'est pareil avec quelqu'un, donc il n'y a pas quelqu'un qui est là pour lisser une traduction. Et notamment ce texte, eh bien, il joue, Baiganiu, c'est un personnage qui est devenu une sorte de parangon en Bulgarie, et donc on joue avec le fait que c'est la première génération
excusez-moi, je me permets de... Simplement, le début vous montre bien de quoi il retourne. Oneda Bay Ganyu a ôté de ses épaules son yamurluk turc. Il enfila une pèlerine belge. Et tout le monde déclarait que maintenant, Bay Ganyu n'était pas la moitié d'un Européen. Donc vous voyez qu'au début, on enlève un habit, et j'ai laissé le terme turc, évidemment, à la turque, on lui met un habit à l'européenne et ça marche. Et donc, tout ce texte joue justement sur tous les turcismes, puisque ce personnage a encore... On est à une époque où la langue bulgare avait emprunté beaucoup de mots turcs. Et qu'est-ce qu'on fait? Alors, là, j'ai pris le pari, et l'éditeur m'a suivi, j'ai pris le pari d'un lecteur patient, d'un lecteur ouvert, puisque j'ai laissé tous les mots en turc, et que sur 190 à peu près pages, je pense que j'ai 100, voyons voir combien, à peu près, voilà, autant de notes de bas de page qu'il y a de pages. C'est sûr qu'il y a 20 ans, jamais ça ne serait passé. Oui, c'est ça. Et vous parliez de Brice Mathieu-San, et j'aime beaucoup le livre très humoristique qu'il a écrit, La vengeance du traducteur. Ouais. Justement. Parce qu'on voit la on n'a pas entendu la fin de votre phrase. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, à propos des traductions à deux, enfin un locuteur d'une langue et l'autre de l'autre, qui sont en effet assez périlleuses, ça c'est souvent vu, hein, notamment en poésie, beaucoup de gens qui devaient traduire du mot à mot par un étudiant de la langue en question, qui lui traduisait ensuite en français. Je crois que les premières traductions de Soseki, d'ailleurs, en français, c'était des adaptations, pas des traductions, je crois. Il y a un cas qui est formidable, c'est cet auteur chinois dont j'ai oublié le nom, un traducteur chinois qui s'appelait Lin Shu, je crois, ou Lin Shu, au début du XXe siècle, qui a traduit en chinois tous les grands classiques européens, Dickens, Balzac, et tant d'autres. Il ne parlait pas un mot d'anglais ni de français. Et il se faisait donc résumer et traduire paragraphe par paragraphe, comme ça. Et lui, ensuite, il écrivait en bon chinois, mais en très bon chinois, parce que c'était un excellent styliste. Si bien qu'un roman comme La Dame aux Camélias, par exemple, est un grand classique en Chine, alors qu'on le connaît, mais enfin, c'est pas non plus un immense classique en France. Et c'est un livre de haute littérature chinoise, si on peut dire. D'ailleurs, je crois que c'est Malraux qui était allé en visite à Pékin, et Mao Tse-tung, qui avait lu, comme tous les Chinois, La Dame aux Camélias quand il était à l'école, il avait félicité, il avait dit « Ah, le pays de la Dame aux Camélias ». Mao était un peu étonné comme ça. Donc il y a des cas comme ça de traduction de langues qu'on ne parle pas. C'est assez... c'est singulier, disons. En poésie, je sais que ça s'est souvent fait, en tout cas, du mot à mot, comme ça, par des... Mais je voulais rebondir sur quelque chose que vous avez dit, mais là j'ai oublié quoi. Alors, pour le coup. Bon, tant pis, ça me reviendra peut-être. Non, ça ne me revient pas. Moi-même, d'ailleurs, j'ai traduit une langue que je ne parle pas. Mais alors, pour m'amuser, enfin, de mon côté, comme ça, je n'aurais jamais proposé ça à quiconque. J'ai traduit le danois. Mais vous connaissez sans doute le très beau livre de Ingar Christensen qui s'appelle Alphabet, qui est une suite de poèmes qui a deux contraintes. Une contrainte, c'est une contrainte donc alphabétique. C'est-à-dire que dans le premier poème, pas tout, mais de nombreux mots commencent par la lettre A, dans le deuxième par la lettre B, le troisième par la lettre C, ainsi de suite. La deuxième contrainte, c'est une contrainte arithmétique. C'est-à-dire qu'il est bâti, le livre, selon la suite de Fibonacci. La suite de Fibonacci, c'est une suite arithmétique qui fait que chaque terme est égal à la somme des deux précédents. Alors, en métrique, ça veut dire que le premier poème a un vers, le deuxième aussi, le troisième a la 2, 1 plus 1, le troisième a la 3, 2 plus 1, et ensuite 5, 3 plus 2, et puis 8, 5 plus 3, et ainsi de suite. Voilà. 13, et ainsi de suite, et puis ça monte très vite, quoi, bien sûr. Et donc la traduction, qui est une belle traduction, hein, rien à dire. Enfin, moi je voyais quelque chose à dire, mais c'était pour, comment dire, c'est pas une contestation de la traduction, c'est juste, je pensais à quelque chose en le lisant, c'est que la traduction, qui est parue donc chez
Ypsilon, je crois, et ensuite a été réédité en poésie Gallimard avec un autre recueil qui est magnifique d'Ingar Christensen, qui s'appelle La vallée aux papillons, c'est superbe. Et donc la traduction suivait la contrainte orthographique, la contrainte rythmique plutôt, le nombre de vers, mais pas vraiment la contrainte orthographique, c'est-à-dire que lorsque par hasard des termes correspondaient, je trouvais que c'était le cas pour la lettre C, pour le troisième poème, il y avait 3 vers, les mots danois, leur traduction en français était aussi des mots qui commençaient par C, il y avait cyprès, cigale, enfin, je ne sais plus très bien, voilà. Mais lorsque ce n'était pas le cas, les traducteurs ou la traductrice, je ne sais plus très bien, avaient choisi de traduire le sens. Vous voyez? Donc, et ça fait de très beaux poèmes en plus, parce qu'il y a une langue qui est très belle, le problème n'est pas là. Mais moi je me suis dit, et si j'essayais de voir si je pourrais éventuellement traduire, quitte à m'éloigner un peu du sens, mais prendre des synonymes par exemple, s'il y a à la lettre D, s'il y a un pigeon, mettre un dindon à la place, enfin des choses comme ça. C'est un exemple, c'est vraiment un exemple. Et donc j'ai essayé, et j'ai commencé, et j'ai traduit comme ça. Donc à la lettre C, j'ai gardé la traduction qui existait déjà, puisque ça correspondait très bien, mais ensuite avec B, E, F, et puis au bout d'un moment, j'ai dû m'arrêter. Alors j'avais une traduction, j'avais l'édition bilingue, donc j'avais le danois en face. Je ne parle pas danois, mais je parle anglais, je comprends un peu l'allemand, donc je voyais un peu la structure de la phrase, puis j'avais le dictionnaire danois en ligne, comme tout le monde. Il y avait donc je regardais le dictionnaire parfois, et je traduisais, et j'arrivais, me semble-t-il, je suis arrivé pendant un petit moment à suivre et à respecter à la fois la contrainte orthographique et la contrainte rythmique, qui n'est pas la plus compliquée à respecter. Et puis au bout d'un moment, d'une part ça devenait très long, et puis la lettre K est arrivée. Il y a beaucoup de mots danois qui commencent par K, énormément, et en français, il y en a quand même beaucoup moins. Et alors je me suis dit, bon, dans ce cas-là, où je reprends intégralement le poème qui existe, où il y a très peu de mots commençant par K, mais dans ce cas-là, bon, c'est plus moi. Ou alors j'ai fait une autre traduction, mais ce serait absurde, puisque mon idée c'était de respecter la contrainte. Donc j'ai arrêté à J. Voilà. J'ai les 10 premiers poèmes, et puis je m'arrête là, et puis je ne proposerai jamais ça à un éditeur, parce qu'en plus ce serait très mal perçu, je veux bien croire, par la traductrice qui est une bonne traductrice. Mais en tout cas, c'est un plaisir qui m'a animé encore une fois. Pendant plusieurs jours, je suis resté avec ça, je me suis dépatouillé avec cette langue que je ne connaissais pas et que je ne connais toujours pas. Voilà, le plaisir de restituer dans sa propre langue, de saisir un imaginaire, comme vous disiez, ou un souffle, un rythme, une langue, et de la restituer dans sa propre langue. Ça, c'est... Et moi qui suis au départ, pas traducteur, mais dans le premier, qui ai écrit beaucoup de livres avant de publier des traductions, on me demande, mais est-ce que tu vas à nouveau écrire des romans, par exemple? Parce que le dernier que j'ai publié est sorti pendant le Covid, là, juste après, je ne sais plus très bien, en 2020, 22, non 20. Mais il avait été écrit, il avait été reporté plusieurs fois. Voilà. Donc il y a plusieurs années que j'ai fait plus de... Et j'avoue que ça ne me manque pas. Et à la question de savoir si la traduction est de l'écriture, ben c'est une question complexe, je trouve. C'est pas la même chose, c'est évident, mais quand même un peu. C'est quand même de l'écriture aussi. Alors avec un truc qui est formidable, c'est que tous les matins on a la table mise. On se lève et le truc est là. Voilà. Il y a pas, donc ça c'est un peu confort. Mais il y a aussi évidemment de l'écriture, puisqu'on réfléchit à des choix. On réfléchit à une syntaxe, à une langue, on compare, quand j'écris des romans ou des nouvelles ou des poèmes moi-même, il y a tout ce qui est... Il y a à la fois le sens, évidemment, la syntaxe, le rythme, la langue, des phrases qu'on se répète mentalement, qu'on gueule, comme faisait Gustave, mais pas forcément. Voilà. Et en traduction, c'est un peu la même chose. C'est pas les mêmes enjeux, c'est pas la même chaise. On est assis sur la chaise d'à côté. Il y a quelque chose comme ça. Vous en pensez quoi? C'est un peu l'écriture, quand même, la traduction. Alors, moi, on me demande souvent mais t'as pas envie d'écrire? Et je réponds non. J'ai pas du tout envie d'écrire. Alors, peut-être parce que, justement, comme je suis une très grande lectrice, je lis beaucoup, et que je traduis, j'ai l'impression que ce que j'ai à dire, je ne saurais pas justement l'agencer, le dire.
parce que je rejoins Borges, on a quasiment tout dit, ce qui est important. Je veux dire, la littérature parle toujours de nos expériences existentielles, etc. Après, ce qui est intéressant, c'est le comment. Justement, le comment dire, ce serait banal. Et en revanche, alors, je suis l'autrice de mes traductions, puisque si on prend un livre traduit, il n'y a aucun mot qui soit de l'auteur. Et pourtant, c'est le texte de l'auteur, c'est évident. Je ne suis pas l'autrice du livre, je suis simplement l'autrice de la traduction. Mais j'aime aussi les langues, j'aime beaucoup ma langue maternelle, le français, j'aime beaucoup le bulgare. Comme vous, en fait, je dis qu'un texte m'appelle à traduction. C'est-à-dire que chaque fois que je vais en Bulgarie, et j'y suis souvent, première chose que je fais, c'est je regarde sur Internet, puis j'ai des amis. Mes amis sont beaucoup les écrivains que je traduis, des collègues, etc. Donc et puis je vais dans une librairie et j'achète beaucoup de livres. Et voilà, et les textes, s'ils me donnent envie de les lire à haute voix, exactement ce que vous disiez, ça veut dire que c'est bon, ça veut dire que j'ai envie de le traduire. Ça veut dire que c'est une langue qui m'appelle. Et donc, oui, j'écris. J'écris, mais je ne sais pas comment le dire. Comme vous disiez, c'est pas la même chose, parce que je n'ai pas... c'est pas moi qui a à réfléchir à une construction, c'est pas moi qui doit réfléchir à une intrigue, à un sujet, à une complexité, etc. Oui, et puis c'est vrai qu'après, dans l'écriture propre, il faut aussi se coltiner ses propres obsessions, ses névroses, hein, c'est ça aussi, quoi. Et quand on traduit, a priori, on fait l'impasse là-dessus, quand même. On se soumet au texte de départ, quoi. On va pas trop le polluer par nos propres... ou alors, faudrait faire des choses qui seraient amusantes à faire, d'ailleurs, c'est-à-dire introduire des phrases ou des vers ou des paragraphes qui nous seraient propres à l'intérieur d'une traduction, par exemple. Un peu comme la cadence, voilà. Dans les morceaux de musique. Voilà, ce serait... Mais sinon, c'est vrai qu'au bout d'un moment, je pense que tout ce qui... Enfin, pour ce qui me concerne en tout cas, je parle pour moi, puisque j'ai cette petite casquette double, tout ce qui relève des choses très personnelles, tout ça passe pour l'instant dans des poèmes ou dans des notes de carnet que j'écris et parfois publie et des choses comme ça, mais c'est pas encore passé dans le souffle de la prose ou du roman, disons. Mais c'est vrai que voilà, ces choses-là avec lesquelles on doit négocier sans cesse, c'est-à-dire nos propres névroses, si je puis dire, j'appelle ça névrose, mais le terme est excessif, mais en tout cas, les choses qui fait que parfois, il faut qu'on les couche sur le papier, il faut qu'on se débarrasse un peu, il faut qu'on les organise, qu'on les assemble, et puis c'est souvent en écrivant qu'on comprend ce qu'on est en train de penser. Enfin, pour ce qui me concerne, c'est ça. On est sur une pensée ou sur une idée, on court derrière, mais tant qu'on n'a pas écrite, on ne l'a pas encore saisie. C'est comme le chasseur et le lièvre, c'est un peu pareil. Et je vois Catherine qui se lève, c'est signifie la fin de notre entretien. Pas du tout. Je voulais savoir. Simplement une dernière chose. Je pense que, je vous suis entièrement, mais je pense que justement peut-être la traduction pour moi est un anti-névrose dans la mesure où, étant dans la névrose de quelqu'un, je ne pense pas aux miennes. C'est vrai. Non, je voulais seulement vous demander si vous acceptez quelques questions de la salle, l'un et l'autre. Oui, bien sûr. Alors, s'il y a des questions... Est-ce que Marie, vous m'avez entendu? À peu près. Bon, on laisse à la salle la possibilité de vous poser 2-3 questions. D'accord? Merci. Oui, il faut parler fort dans le micro. Est-ce que quelqu'un veut le micro? Bonjour et merci. C'est peut-être une question qui a déjà été posée lors de ces rencontres, mais j'imagine que lorsqu'un auteur est vivant, vous avez la possibilité de créer un lien pour affiner certains doutes du point de vue de la traduction. Comment ça se passe dans ces cas-là? Et puis j'aurais plein d'autres questions, mais bon, je vais me contenter. Non, enfin, je commence. Pour ce qui me concerne,
Comment ça se passe? On lui envoie un mot et puis il répond. Voilà. Ça m'est arrivé 2-3 fois avec des poètes américains que je traduis. Un que je connaissais avant de le traduire, que j'avais rencontré. Marie, vous avez entendu la question? On me demande. Christian, je vais vous demander d'être mon interprète. Si vous pouvez me répéter la question, je n'ai pas totalement entendu. La question, c'est lorsqu'on traduit des auteurs contemporains, selon quelle modalité on entre en contact avec eux lorsqu'il y a des points de détail à régler, des difficultés, des particularités, des choses comme ça. Est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on ne le fait pas, et comment on le fait? Et je disais donc que pour ce qui me concernait, ça m'était arrivé quelquefois avec un poète américain qui est là-bas, son livre est là-bas, David Kirby, lui est en Floride, en Louisiane. Que je connais depuis longtemps, puisque je l'avais rencontré en 2003 lors d'un banquet du livre qu'il y avait eu à Tallahassee, qui m'a donné son livre. Ça, c'est intéressant. Enfin, pas que c'est intéressant, mais c'est singulier. Il m'avait donné son livre, j'ouvre une parenthèse, il m'avait donné son livre en 2003. Donc, il est resté 14 ans sur une étagère. Je l'ai traduit en 2017. Et il est sorti en 2019, je crois. Donc, il faut aussi le temps, même quand on connaît les gens. Donc voilà, je lui ai envoyé un mail pour lui demander quelques renseignements, parce qu'il y avait des... En fait, lui, il y a beaucoup de jeux de mots, des choses comme ça. Il y avait des choses qui m'échappaient un petit peu. Donc, voilà, ça se passe comme ça. Les quelques fois de manière très simple, quoi. Un mot, une question et une réponse. Voilà, Marie. Oui, alors, moi comme je vais donc très souvent en Bulgarie, c'est pareil. Déjà, de toute façon, quand on est un écrivain bulgare dans un pays qui compte à peu près 8 millions de locuteurs, comme le disait Catherine, vous imaginez bien que pouvoir être traduit, c'est vital. Et donc, je suis toujours accueillie à bras ouverts. Et voilà, quand j'ai des questions, j'entre en relation. Alors moi, je suis plutôt soit le contact direct, soit le téléphone. Catherine le sait, les mails, j'en reçois tellement par jour que j'en ai marre. Mais pareil, petite anecdote, avec aussi l'idée que, bien sûr que l'auteur peut nous aider, mais en même temps, il n'a pas la vérité sur son texte. Puis, quand mes étudiants disent qu'ils veulent être fidèles, déjà la notion de fidélité, j'aime pas, mais l'intention de l'auteur a peut-être une intention, mais elle le dépasse. Et de toute façon, nous, on ne peut pas connaître son intention. Et donc, un exemple précis, justement, dans les poèmes que je traduis, un vers dans lequel, qui commence de mémoire, je voudrais photographier, et ensuite on a un verbe, et il se trouve qu'en bulgare, on n'est pas obligé de mettre le pronom personnel sujet. Donc, on a une forme qui peut vouloir dire a-t-il dit, a-t-elle dit, as-tu dit. Et moi, je ne peux malheureusement pas faire l'économie du pronom personnel sujet, parce que là, je suis totalement agrammaticale. C'est pas quelque chose que je peux me permettre. A dit, ça marche pas. Alors, on pourrait se dire, pourquoi tu ne demandes pas à l'auteur? Je pourrais demander à l'auteur et lui me dirait s'il avait un homme ou une femme en tête. Sauf que mon texte, il ne tranche pas. Et donc, j'avais pas envie de trancher entre le il et le elle. On a une époque où on commence le yel. Si c'était un poème qui avait cette, comment dirais-je, qui jouait justement avec une revendication féministe, ou transgenre, etc., j'aurais mis du yel. Sauf que là, c'est absolument pas le cas, donc je ne pouvais pas. Et c'est un matin en prenant ma douche, parce que c'est sous la douche, je ne sais pas si c'est pareil pour vous, Christian, qu'il y a des idées géniales qui nous viennent. Et là, tout à coup, je me suis dit, mais au fait, c'est pas seulement a-t-il dit, a-t-elle dit, mais ça peut être aussi as-tu dit. Il se trouve que c'est la même forme pour deuxième, troisième personne du singulier. Et donc, le texte ne tranche pas du tout. Moi, j'ai quand même dû trancher. Et j'ai tranché d'une manière qui me permettait de ne pas trancher pour le genre. Voilà. Donc, j'ai mis as-tu dit. Quelqu'un d'autre a une question ? Une autre question qui arrive. Et Christian, vous la redites pour Marie. Merci. C'est la mention par Marie de Yel qui m'a fait penser à ça. Vous avez dit que ça vous semble impossible que la notion qu'une traduction soit meilleure que l'original.
Alors, est-ce qu'il ne peut pas avoir une situation où un auteur est en train de repousser les limites de la langue et que dans une autre langue, c'est plus facile de repousser ces limites? Et donc, à la limite, une traduction pourrait être plus réussie dans ce sens-là. Par exemple, si quelqu'un écrivait en inclusive en français, en anglais, ce serait tellement plus facile. Il suffit de mettre they, donc c'est bien entré dans les mœurs en anglais de mettre they pour un indéterminé singulier, they et there, et puis après, on n'a plus de toast et de yell et de tout ça. Après, il y a d'autres exemples, j'ai d'autres exemples plus intéressants que ça, mais par exemple, avec le présent progressif en anglais, où il y a quelque chose un petit peu cinématographique qui est en train de se passer, vous mettez le présent simple en anglais, en français, mais le résultat en anglais peut être peut-être plus près que de ce que l'auteur aurait fait s'il avait pu. Voilà. Vous avez entendu, Marie, sur les limites? Oui. C'était long, mais c'était sur le fait que la traduction puisse être ou pas meilleure que l'original, dont vous parliez tout à l'heure. Si c'est pas vers les limites de la langue qu'on peut arriver peut-être à s'installer là-dedans, c'est-à-dire par exemple, monsieur prenait l'exemple de l'écriture inclusive, voilà. En anglais, il y a ces pronoms comme they, par exemple, qui sont ni masculins ni féminins, donc ce serait plus simple dans la traduction de respecter, enfin de jouer là-dessus à la limite de notre propre grammaire. C'est ça le sens de la question, hein, c'est bien ça. Voilà. Ah oui, moi je milite totalement. Et je crois d'ailleurs que c'est encore une fois Pierre Furlan dont j'ai parlé au début, qui dit que alors vous savez que les images pour les traducteurs, il y a pléthore, hein. Mais explorer notre langue contre plusieurs écueils. Le premier écueil, c'est effectivement toutes ces normes que l'on nous inculque quand on est petit, pas de répétition, pas de phrases longues, pas de phrases courtes, hein. Et quand les étudiants me répètent ça, je leur dis, mais attendez, moi, le bulgare et le français, je ne sais pas ce que c'est. En littérature, je ne sais pas ce que c'est. Le bulgare ou le français, c'est une abstraction. Le français de tel texte, là, je sais ce que c'est. Et donc déjà, explorer la langue, c'est aller au-delà de limites qu'on nous donne et qu'on se donne, hein, mais qui, à mon avis, effectivement, ne devraient pas exister. Et deuxièmement aussi, des limites, j'ai le sentiment que par rapport au moment où j'étais en classe prépa, normal sup, où je lisais beaucoup, puisque c'était au programme, beaucoup de littérature française de plusieurs siècles différents, j'ai le sentiment que maintenant où je lis beaucoup de bulgare évidemment, je lis finalement beaucoup en français mais de traduction. J'ai le sentiment d'avoir oublié aussi, d'avoir un peu appauvri mon vocabulaire. Et c'est quelque chose qui me chagrine. Donc, effectivement, lire beaucoup. Et comme vous le dites, alors, est-ce que c'est les limites de la langue? Je pense que ce terme de limite montre que c'est nous qui nous limitons, justement. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Je sais pas. Oui, je pense que oui. Mais à propos des limites, des problèmes de traductibilité, parfois, il y en a. Certains soutiennent qu'il n'y a rien d'intraduisible, c'est vrai, on peut toujours trouver, mais enfin, il y a quand même des problèmes parfois. Par exemple, je parlais de Cummings tout à l'heure, une des caractéristiques de Cummings, c'est que c'est son pronom personnel « je », « I » qui est minuscule. C'est l'opposé du « moi », oui, du « je » ou du « moi » whitmanien, si vous voulez. Alors en anglais, ça veut dire quelque chose. Quand on écrit « I » avec un « i » minuscule, ça veut dire quelque chose. En français, avec un « j », « je » avec un « j » minuscule, ça ne veut pas dire. Donc il y a quelque chose qui est... On ne peut pas traduire autrement que par « je », quand même, par le pronom. Enfin, en tout cas, je n'ai pas trouvé comment.
Et en latin, là, une petite limite. Je pensais souvent à la traduction, alors c'est une question, parce que je ne sais pas comment ça s'est passé, mais à la traduction de... la disparition d'Aperec, en anglais. Et si j'ai bien compris, ça a été traduit en anglais avec la même contrainte, sans eux. Alors nous, ça va, on a il. Mais eux, ils ont he et she. Donc, et oui aussi d'ailleurs. Alors, le traducteur, je me dis, mais il est plus fort que Pérec quand même. C'est incroyable ce qu'il a pu faire. Alors, je n'ai pas lu en anglais la disparition, donc je n'ai même pas feuilleté en vérité. Donc, je ne sais pas très bien. Est-ce que dans ce cas-là, il a fait une retraduction en inventant une autre histoire, je ne sais pas, vraiment, où il pouvait faire l'économie de pronoms personnels, ou faire des élisions systématiques, enfin, je ne sais pas très bien comment. Mais c'est un sacré tour de force, et là, c'est vrai qu'on se trouve un peu aux limites de la possibilité de traduire. En tout cas, ça a été fait, donc c'est traduisible. Voilà. Mais je ne sais pas comment. J'ai sûrement fait un mix des deux, d'ailleurs, effectivement. C'est-à-dire que là où un heureux hasard fait qu'on peut tomber pareil, on le fait. Et puis sinon, bien sûr, oui. On fait des élisions, enfin, j'imagine, parce que je suppose qu'il a respecté aussi le sens de la phrase. Donc il avait une double contrainte, respecter le sens du terme, du mot, de la phrase, de l'histoire, et puis se dépatouiller avec des pronoms personnels qui contiennent des e. Donc, voilà. Donc, ouais. Merci à tous les deux. Si vous avez la nostalgie de Marie-Vrina Nikolov, il y a un très bel entretien qu'elle a eu avec Santiago Artoski, que certains d'entre vous, les années précédentes, ont déjà entendu ici. C'était un entretien en 2017 dans la revue en ligne En attendant Nado. C'est comme ça que j'avais découvert son travail et c'est un magnifique entretien. Vous avez entendu ? Merci. Voilà. Merci Catherine.